L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'est pas celle d'une grande bataille, d'un assaut sanglant ou d'un tournant stratégique majeur. Non. C'est l'histoire d'une petite confrontation, une bataille de volonté dans un champ boueux de la campagne française libérée. Un récit qui capture l'essence même de l'esprit de résistance français face à l'arrogance persistante de ses anciens occupants. C'est une anecdote oubliée, transmise de bouche à oreille parmi les vétérans, qui révèle comment, même après la fin des combats majeurs, la guerre continuait de se jouer dans les esprits, et comment l'ingéniosité et la dignité d'un seul homme pouvaient écraser l'orgueil de tout un groupe. Préparez-vous à plonger dans un moment où le labeur et la fierté nationale se sont heurtés, avec un résultat que personne, surtout pas les prisonniers, n'aurait pu anticiper. Avant de commencer cette immersion dans le passé, une faveur, chers passionnés d'histoire. Si vous aimez ces récits, qui éclairent les marges de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné est une reconnaissance de la valeur que nous portons à ces témoignages. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Si ce genre d'histoire vous touche, cela nous aide énormément à faire connaître ces moments à un public plus large. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous depuis quel pays et quelle ville vous nous regardez. Savoir où notre passion vous rejoint est notre plus grande motivation. Partagez votre emplacement et votre pensée sur ce qui fait la grandeur de l'esprit humain en temps de guerre. Maintenant, éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-nous vous transporter dans la France de 1945. L'année de la libération, l'année du retour à la terre, l'année où un agriculteur, un certain Monsieur Dubois, a donné une leçon inoubliable à ses prisonniers. Le printemps 1945 s'étirait sur la Normandie comme une convalescence longue et douloureuse. Les bombardements avaient cessé, les troupes américaines et britanniques s'étaient élancées vers l'Est, laissant derrière elles un paysage meurtri, mais surtout une campagne en jachère, exsangue. C'est dans ce contexte de reconstruction que se déroulait la scène qui nous intéresse, à quelques kilomètres d'un petit bourg du Calvados, dont le nom n'a d'importance que pour ceux qui y vécurent l'histoire. André Dubois, un homme dont le dos racontait à lui seul 40 années de labeur acharné, se tenait au bord de son plus grand champ. Un carré de terre autrefois fertile, aujourd'hui gorgé par les pluies tardives et parsemé des cicatrices laissées par le passage des chenilles et des bottes. Il n'était plus un homme jeune, mais il possédait cette résilience typique des paysans français, cette capacité à puiser dans une source de force invisible pour faire face aux caprices du ciel et, plus récemment, à la folie des hommes. Son champ devait être retourné, préparé pour les semences d'orge, et le temps pressait. À ses côtés, sous la garde-lasse d'un unique soldat allié, se trouvait un petit groupe de prisonniers de guerre allemands. Ils étaient une dizaine, tous jeunes, tous capturés lors de la poche de falaise, et désormais assignés par les autorités militaires aux travaux de déblaiement et de remise en état des terres agricoles, une peine pratique, utile, mais que ces hommes, la majorité issue des jeunesses hitlériennes ou des derniers régiments de Wehrmacht, considéraient avec un mépris à peine voilé. Ils avaient rêvé de gloire sur les steppes russes ou dans les rues de Paris, et se retrouvaient à labourer pour un pays qu'ils avaient voulu subjuguer, sous les ordres d'un paysan qu'ils jugeaient avec condescendance. Cette journée-là, le travail était d'une simplicité brutale, préparer le terrain. Et ce fut la vision de Dubois qui déclencha leur raillerie. Le fermier avait mis en place un attelage d'un autre temps, une charrue à soc simple, lourde et en fer forgé, tractée par ce qui semblait être le dernier cheval de trait survivant de la région, un animal vieux et placide nommé Gédéon. Gédéon progressait lentement, chaque pas un effort dans la boue argileuse, et Dubois, la main sur le manche, marchait à un rythme mesuré, presque solennel, mais aux yeux des jeunes prisonniers, c'était le comble de la lenteur et de l'inefficacité. C'est le caporal, un certain Klaus Richter, un homme aux traits durs et aux yeux cernés, qui ouvrit le bal des moqueries. Klaus, avant sa capture, avait servi dans une unité de transport motorisé. Pour lui, tout ce qui n'était pas mu par la force d'un moteur à combustion était un vestige pathétique. « Chaud dir Dassan », lança-t-il à son camarade, Hauptgefreiter Becker, les yeux plissés par un sourire narquois. « Regarde-moi ça, on dirait la préhistoire en marche. En une semaine, il n'aura retourné qu'un demi-hectare. C'est ça, la fameuse productivité française. » Becker, qui était en train de s'essuyer le front avec le revers de sa manche,
Une tâche qu'il jugeait bien inférieure à sa dignité, ricana en retour. Der Faulbauer, souffla-t-il. Le paysan paresseux. Il utilise la bête pour ne pas avoir à pousser lui-même. En Allemagne, même avant la guerre, nos fermes étaient déjà toutes motorisées. Ce cheval est une insulte au progrès de l'agriculture. Il ferait mieux d'abattre la bête et de prendre une pelle. Ce serait plus rapide. Les remarques, prononcées à haute voix dans un allemand sonore, n'étaient bien sûr pas destinées à rester inaperçues. Le soldat américain, le jeune Private Johnson, comprenait à peine quelques mots, mais le ton suffisait. Quant à Dubois, il comprenait l'allemand presque parfaitement. Sa mère avait des origines alsaciennes et lui avait enseigné la langue de Goethe dans son enfance, une ironie de l'histoire qui lui permettait de saisir l'entière mesure de leur arrogance. Il ne laissa rien transparaître, l'ignorant superbement, s'arrêtant juste pour tapoter affectueusement le flanc de Gédéon avant de reprendre sa marche lente et régulière. Mais à l'intérieur, le sang de Dubois bouillonnait. Il était un homme de la terre, et l'honneur de son travail, de son pays, de sa façon de vivre, était en jeu. Ces jeunes hommes qui avaient piétiné son sol, détruit sa maison de ferme et pillé ses réserves pendant 4 ans, osaient maintenant le juger. Ils voyaient la lenteur, mais ils ne voyaient pas la méthode, l'économie de mouvement, la nécessité de préserver le peu qu'il lui restait. Ils voyaient la faiblesse là où il y avait en réalité une patience héritée de générations. L'un des prisonniers, plus audacieux que les autres, se mit à imiter le pas lourd de Gédéon, tirant la langue et poussant un soupir exagéré. C'était une scène de théâtre cruel et mesquin, un affront direct à la noblesse du travail agricole. Dubois, qui avait pourtant l'habitude de la morgue des Allemands, sentit une colère froide l'envahir. Il ne pouvait pas se battre contre eux, il n'en avait ni la force ni l'autorisation, mais il pouvait répondre à leur orgueil par une démonstration. Il avait quelque chose qu'il n'imaginait pas, quelque chose qu'il avait soigneusement préservé, caché des réquisitions et des pillages. Il avait sa dignité, et il avait un secret, un outil de vengeance silencieuse. Il s'arrêta, enfonça la charrue dans la terre, et s'adressa enfin au soldat Johnson d'une voix calme, mais dont chaque syllabe était trempée d'acier. « Soldat, ces messieurs semblent s'ennuyer avec ma façon de faire. Ils sont si pressés, si modernes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, les garder là? Je reviens. Je crois que je vais leur montrer ce qu'est la vitesse. » Le mot « vitesse », prononcé avec un tel calme, eut un effet inattendu sur les prisonniers. Ils cessèrent leur ricanement, se demandant ce que le vieux fou allait chercher. Klaus Richter, qui s'était imaginé que le paysan allait chercher une fourche pour les menacer, ne put retenir un dernier sarcasme, s'adressant à son groupe. « Regardez, il va chercher sa bicyclette. » Mais l'instant d'après, ils se turent tous, car André Dubois ne se dirigeait pas vers la ferme. Il s'enfonçait dans la haie d'arbres endommagés, à l'extrémité de son champ, vers une bâche camouflée que même le soldat Johnson n'avait pas remarquée. Les prisonniers échangèrent des regards interrogateurs. Leur moquerie se changea peu à peu en curiosité forcée, une curiosité teinte d'une légère appréhension. Que pouvait bien cacher ce paysan? Que cachait-il avec tant de soin dans ce coin isolé de son domaine? La réponse allait bientôt leur exploser à la figure, non pas avec la force d'un obus, mais avec la puissance brute et mécanique du progrès qu'ils croyaient être leur seul apanage. Le silence qui s'installa après le départ d'André Dubois était plus lourd que le vacarme des plaisanteries allemandes. Les prisonniers, habitués à mépriser leur environnement et la population qui les entourait, se retrouvaient maintenant désorientés. Klaus Richter, dont la raillerie était toujours la plus mordante, sentit une légère piqûre d'incertitude. Il avait été éduqué, comme tous les jeunes de son âge sous le Troisième Reich, à voir la France comme une nation décadente, attardée technologiquement, incapable de suivre le rythme effréné de la modernité allemande. Pour lui, la vision de Gédéon traînant la charrue était une preuve vivante de cette dégénérescence. Mais le calme absolu de Dubois et l'assurance avec laquelle il avait prononcé le mot « vitesse » détonnaient. Les prisonniers observaient, le soldat Johnson, l'épaule appuyée contre un poteau télégraphique tordu, les surveillant du coin de l'œil, son fusil calé mollement dans le creux de son bras. L'attente fut courte, mais elle sembla s'éterniser, remplie uniquement par le bruit des corbeaux croassant au-dessus des peupliers. Puis, le bruit vint. Non pas un bruit de bicyclette ou de charrette, mais un bruit de métal contre métal, précis, résonnant, comme le soulèvement d'une carapace.
Dubois tirait sur la bâche de toile goudronnée qui dissimulait son secret. Les Allemands retinrent leur souffle. Le vent souleva la toile, et ce qu'elle révéla frappa les prisonniers non seulement par sa présence, mais par son état immaculé. Ce n'était pas un simple tracteur qu'André Dubois avait déniché dans le marché noir ou récupéré d'une épave. C'était un Alice Chalmers modèle U, un monstre mécanique américain d'un rouge éclatant, massif et musclé, qui semblait tout droit sorti de l'usine, malgré les années de guerre. Ses pneus arrière, plus grands que la taille de Klaus Richter, étaient neufs, robustes et prêts à déchirer la boue. Le moteur, un bloc cylindres imposant, était propre, soigneusement protégé des éléments. Il n'y avait pas de rouille, pas de délabrement. C'était une machine de puissance et de productivité, un symbole de la force industrielle du Nouveau Monde. Un symbole que les Allemands, malgré toute leur vantardise de modernité, n'avaient jamais vraiment réussi à égaler dans l'agriculture, leur effort étant entièrement concentré sur l'armement. La surprise fut totale, mais elle fut rapidement supplantée par un sentiment plus complexe, un mélange d'envie, de confusion, et surtout, d'une humiliation naissante. Klaus Richter, les lèvres serrées, murmura « Was zum Teufel ist das » ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il avait cru que le paysan français était miséreux, incapable de se moderniser. Voir cette machine flambant neuve, dont la valeur représentait sans doute plus que ce que lui et ses camarades gagneraient en une année, même en temps de paix, le laissa sans voix. Dubois s'approcha du tracteur avec une lenteur calculée, une danse d'intimité avec la machine qu'il avait jalousement gardée en pièces détachées pendant les années d'occupation, le remontant lui-même, pièce par pièce, dans le secret de sa grange. Il avait graissé chaque engrenage, nettoyé chaque bougie, et s'était assuré qu'il soit prêt, non pas pour le travail, mais pour ce moment précis. Il grimpa sur le siège en acier, ses mains calleuses et puissantes se posant sur le volant avec une autorité naturelle. Il n'était plus le paysan lent et courbé tirant un vieux cheval. Il était le maître d'une force de frappe mécanique, l'équivalent agricole d'un char d'assaut léger. Il manipula le levier d'accélérateur et actionna le démarreur. Le son des clés et de la mise en contact est net. Le moteur ne toussa pas. Il ne gronda pas faiblement. Il explosa. Transition sonore. Un rugissement profond, le son d'un moteur Alice Chalmers puissant et bien entretenu qui démarre instantanément, faisant vibrer l'air et la terre sous les pieds. Le son est dominant, écrasant l'ambiance bucolique. Le rugissement du moteur Alice Chalmers était bien plus qu'un bruit, c'était une affirmation. C'était le son de la fin de l'ère de Gédéon, le son du futur que ces prisonniers pensaient être les seuls à mériter et à posséder. La puissance libérée fit reculer Klaus Richter et Becker d'un pas involontaire, leurs visages s'ouvrant sous l'effet de la surprise et d'une jalousie amère. Ils avaient passé des années à conduire des camions et des véhicules semi-chenillés, à glorifier la blitzkrieg et la supériorité technique allemande, et là, ils étaient confrontés à un simple agriculteur français qui, dans son champ boueux, leur présentait une machine qui égalait, si ce n'est surpassait, en robustesse et en entretien, n'importe lequel de leurs propres engins de transport de troupes rouillés et mal réparés. Dubois, sans les regarder directement, fit avancer le tracteur d'1 mètre, laissant les pneus énormes creuser un peu la terre meuble. Il recula, fit une manœuvre d'une précision déconcertante, et fixa ensuite la charrue triple qu'il avait sortie en même temps que le tracteur. Une machine massive qui aurait demandé à Gédéon une journée entière de travail éreintant, si tant est qu'il ait pu la tirer. Alors, messieurs, lança Dubois par-dessus le bruit du moteur. Sa voix claire et tranchante en français, mais d'une intonation que même ceux qui ne comprenaient pas la langue saisissaient parfaitement. Vous trouviez mon cheval lent ? Nous allons voir si vous arrivez à suivre ma cadence. Le soldat Johnson, amusé par le spectacle, traduisit avec un sourire pour les Allemands. He says you guys better hustle. The show's about to start. L'humiliation atteignit son paroxysme lorsque Dubois passa la première vitesse et lança la machine à travers le champ. Ce n'était pas seulement la vitesse, mais l'efficacité de la charrue triple qui déconcertait. Là où Gédéon et Dubois mettaient 1 heure pour un seul sillon, l'Alice Chalmers déchirait le sol, retournant 3 sillons à la fois. La terre noire et riche s'écoulant derrière le soc avec une régularité presque hypnotique. Le contraste était saisissant. D'un côté, la lutte douloureuse de l'homme et de la bête contre la nature. De l'autre, la maîtrise totale, la puissance domptée, qui transformait le labeur en démonstration de force.
Les prisonniers, qui s'étaient moqués de la paresse supposée du fermier, comprirent alors la véritable nature de la paresse. Elle n'était pas dans la lenteur du pas, mais dans l'absence d'ingéniosité. Dubois n'était pas paresseux, il était patient. Il avait attendu le bon moment pour dévoiler l'outil qui lui permettrait de compenser des années de retard en quelques heures. Ils avaient sous-estimé la capacité de l'occuper à s'adapter, à dissimuler ses atouts, à se moderniser en secret. Et maintenant, ils étaient forcés d'assister à cette leçon de puissance agricole, ce triomphe de l'ingéniosité française sur l'arrogance allemande, un moment où la terre elle-même, labourée à une vitesse stupéfiante, semblait se venger de l'outrage. Leur tâche de la journée, déplacée à la main des piles de pierre, paraissait désormais d'une futilité grotesque comparée au grondement productif du tracteur. La démonstration d'André Dubois était un spectacle de pure force brute et d'efficacité implacable, une chorégraphie mécanique qui tranchait radicalement avec la lenteur délibérée du matin. Le tracteur, tel un taureau de labour, s'élançait sur la boue. Ses immenses roues motrices trouvant une adhérence là où le pas de Gédéon n'aurait fait que glisser. Le son du moteur, grave et régulier, pénétrait l'air, martelant les oreilles des prisonniers avec une insistance presque physique. Ce n'était pas un outil de guerre, mais son impact psychologique était dévastateur. Klaus Richter et ses compagnons se tenaient là, leurs propres outils, pelles et pioches, posés inutilement à leurs pieds, observant le spectacle avec une fascination forcée, mêlée d'une profonde aigreur. Ils s'étaient moqués de la faiblesse française, et voilà que cette faiblesse se transformait en une puissance qui accomplissait en 10 minutes ce qui leur aurait pris, à eux 10, toute une journée à la force de leurs bras. La notion de paresse était inversée. La vraie paresse n'était pas celle de Dubois, mais la leur, l'incapacité à comprendre que la force est parfois le résultat de la préparation et de la stratégie, non de la simple force physique brute. Dubois, au volant, ne prêtait aucune attention apparente à ses spectateurs contraints. Il était absorbé par son travail, mais chaque passage du tracteur près du groupe était exécuté avec une précision qui en disait long. Il ne cherchait pas la facilité, il cherchait l'exemple. Il passait les vitesses, montrant la puissance du moteur, le faisant rugir légèrement plus fort, lorsqu'il franchissait une zone particulièrement boueuse ou résistante, envoyant des éclaboussures de terre noire voler sur le bord du champ, juste assez près pour que les prisonniers soient forcés de reculer légèrement. La vision du paysan, avec son béret ajusté et ses mains fermes, maîtrisant cette bête d'acier, était une image puissante de la résilience française. Il ne demandait pas pitié. Il exigeait le respect, non par la violence, mais par l'excellence de son travail et la possession d'une machine qu'il n'aurait jamais cru voir entre les mains d'un simple paysan. Ils avaient cru que la France était dévastée, ses ressources épuisées, son peuple résigné. Ce tracteur, sorti de nulle part, était la preuve tangible que la France, même sous l'occupation, avait su dissimuler et préserver ses atouts, attendant patiemment le moment de la revanche, même si cette revanche ne s'exprimait que par le labour d'un champ. Les prisonniers ne pouvaient se résoudre à détourner le regard. Leur fierté blessée les forçait à assister à cette humiliation. Becker, le Hauptgefreiter, se pencha vers Richter et murmura, sa voix pleine de frustration. « Woher hat das bekommen? D'où a-t-il sorti ça? Ils nous ont dit qu'ils n'avaient de rien. » Richter, son visage durci par la colère, répondit, les dents serrées. « Il a dû le voler, ou les Américains lui ont donné. Ces paysans sont tous des opportunistes. Ils n'auraient jamais pu entretenir une machine pareille seule. C'est de la propagande. » Mais au fond, même Richter savait que ce n'était pas le cas. Le moteur sonnait trop juste, l'entretien était trop minutieux. Seul un homme qui aimait et connaissait sa machine pouvait la maintenir dans cet état. L'idée que cet homme, ce paysan qu'ils avaient méprisé, était en réalité plus moderne et plus compétent qu'eux dans le domaine de la mécanique agricole était un affront intolérable à leur vision du monde. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable, celle qui monte lorsque l'orgueil est confronté à une vérité brutale. Dubois fit un arrêt stratégique à l'extrémité du champ, éteignant le moteur pour une brève pause. Le silence revint soudain, mais il était désormais rempli de l'écho de la puissance mécanique. Dubois prit sa gourde, but lentement, et regarda enfin les prisonniers. Son regard, dénué de haine mais empli d'une autorité incontestable, les balaya un par un. Il pointa du doigt la terre fraîchement labourée, puis le vieux Gédéon, qui broutait paisiblement, et enfin, la charrue triple attachée à Lally Chalmers.
Il ne dit rien, mais le message était clair. Ceci est ma capacité. Ceci est ma vraie force. Et vous vous êtes moqué de l'ombre. Le soldat Johnson, comprenant le jeu, se tourna vers les Allemands, un sourire désarmant mais ferme sur les lèvres. Bon, les gars, le patron a montré comment on fait le travail rapidement. Maintenant, vous retournez à vos cailloux, histoire de ne pas vous sentir complètement inutile face à tant de progrès. L'ordre, bien que donné par un Américain, était l'achèvement de l'humiliation par le paysan français. Ils étaient désormais relégués à des tâches insignifiantes, tandis que l'homme qu'ils avaient traité de paresseux réalisait l'œuvre essentielle de la reconstruction. Klaus Richter, qui avait du mal à accepter la réalité, tenta une dernière sortie pleine d'arrogance. C'est facile avec une machine américaine. Nous étions en train de construire des canons pour la guerre, pendant qu'il cachait son jouet. Mais un de ses camarades, plus âgé et plus pragmatique, lui donna un coup de coude discret. « Say still, Klaus. Tais-toi. Il a la terre, et maintenant il la laboure. Nous n'avons rien, et nous regardons. » C'était la reconnaissance amère de la défaite, non pas sur le champ de bataille, mais sur le champ de la subsistance, de la dignité et de l'avenir. L'avenir était incarné par le rugissement de ce tracteur rougeoyant, un symbole du retour à la vie qui laissait les anciens conquérants dans la boue, à la marge du progrès qu'ils pensaient être leur seul héritage. Dubois remonta sur la machine, et avec un dernier rugissement, le Allis-Chalmers s'élança de nouveau, scellant le sort de l'orgueil allemand sous les sillons fraîchement creusés. Pour les prisonniers de guerre allemands, l'après-midi se transforma en une méditation involontaire et amère sur la véritable nature du travail et de la défaite. Le grondement incessant de l'Allis-Chalmers devint une bande-son omniprésente, un métronome implacable mesurant leur propre futilité. Chaque sillon tracé par Dubois était un rappel sonore de l'efficacité et de la modernité qu'ils avaient associés exclusivement à leur nation, et qu'ils voyaient maintenant exploités par l'homme qu'ils avaient étiqueté comme paresseux. Leur propre tâche, le déplacement et l'empilement de pierres et de débris de guerre à la périphérie du champ, semblaient plus absurdes que jamais. Ils manipulaient des vestiges de la guerre, éclats d'obus, morceaux de murs effondrés, ferrailles tordues, le symbole de leur entreprise ratée. Pendant ce temps, Dubois labourait le sol pour la vie, préparant le terrain pour la prochaine récolte, le symbole d'un avenir que l'Allemagne ne pouvait plus contrôler ni dicter. Le contraste entre les deux formes de travail était frappant. Dubois travaillait avec une économie de mouvement calculée, assis sur sa machine, sa concentration visible dans le maintien de lignes parfaitement droites à travers le champ. Ses efforts étaient maximisés, chaque goutte d'essence se traduisant par des mètres carrés de terre prête à la semence. Les prisonniers, quant à eux, s'épuisaient dans un effort dispersé et minimal. Le poids de la pelle n'était rien comparé au poids de leur propre humiliation. Même le jeune Private Johnson, le gardien américain, semblait ressentir l'incongruité de la situation. Il ne les pressait plus, se contentant de les observer avec une expression qui disait « Vous avez vu? Maintenant faites votre boulot. Mais vous savez qui est le véritable maître ici. » Klaus Richter, qui avait été le plus bruyant dans sa moquerie, était maintenant le plus silencieux. Il s'était mis à l'écart, piochant sans énergie une souche d'arbre récalcitrante, son esprit tourmenté. La démonstration de Dubois avait ébranlé les fondations de sa conviction idéologique. On lui avait appris que la supériorité de la race et de la nation se manifestait dans la supériorité technique. Le Reich avait les chars lourds, les avions à réaction naissants, les fusées V2, la pointe du progrès militaire. Mais l'Allis-Chalmers, un simple tracteur, représentait une supériorité plus fondamentale, celle de la prévoyance et de la capacité à vivre. En temps de paix et même pendant les périodes de trouble, c'est celui qui peut nourrir son peuple et reconstruire son foyer qui possède la véritable force. L'Allemagne avait tout misé sur la destruction, négligeant le labour et la récolte, et maintenant, il regardait un paysan ennemi accomplir la tâche vitale de la subsistance avec une machine qu'ils enviaient secrètement. Il y avait, dans l'effort physique des prisonniers, une nouvelle dimension de labeur. Ce n'était plus seulement une punition, mais une réalisation amère. Ils travaillaient pour la France, non plus pour la gloire de leur fureur, mais pour la survie du peuple qu'ils avaient cherché à asservir. Leurs muscles endoloris et leur dos courbé n'étaient pas le signe de leur force, mais la marque de leur défaite.
Ils ne pouvaient plus se moquer du rythme de Gédéon, car le travail à la main, qu'ils effectuaient désormais, était 1000 fois plus lent et plus pénible que le pas de l'honorable vieux cheval. Leur arrogance s'était envolée avec les premières volutes de fumée du moteur de Dubois. Il ne restait que l'épuisement et le bruit persistant du tracteur. À un moment donné, Baker, qui avait les mains couvertes d'ampoules, s'approcha de Richter, ne cherchant pas la conversation, mais simplement un partage silencieux de leur misère. « Es ist eine gute Maschine », dit-il simplement, les yeux rivés sur le tracteur. « C'est une bonne machine ». Ce n'était pas un aveu facile à faire, venant d'un homme qui avait été conditionné à n'admirer que la production du Reich. C'était la reconnaissance que la supériorité n'était pas une question de nationalité, mais de compétence. Dubois avait prouvé sa compétence, pas en brandissant un fusil, mais en démontrant sa maîtrise de la terre et de la technologie. Il utilisait l'outil de manière efficace et avec respect, alors que, les guerriers, s'étaient retrouvés incapables de protéger leurs propres outils et de maintenir leur propre infrastructure en état de marche. Le temps s'écoulait lentement, scandé par le ronronnement du moteur et le mouvement précis des socs. Dubois revenait pour une autre boucle, le soleil commençant à décliner, projetant de longues ombres sur le champ retourné. La terre fraîchement labourée dégageait une odeur d'humidité et de vie, une senteur que les prisonniers, ayant passé la majeure partie de la guerre entre la tôle brûlée et la poudre à canon, avaient presque oubliée. Cette odeur, ce paysage de renaissance, contrastait douloureusement avec leur statut d'hommes vaincus. Ils étaient les témoins involontaires de la résurrection d'une nation qu'ils avaient crue morte. Et l'instrument de cette résurrection était un agriculteur qui avait choisi le moment de leur humiliation pour mettre le moteur en marche. La leçon de Dubois n'était pas seulement sur l'efficacité, mais sur le courage silencieux et l'importance de préserver les outils de la vie, une leçon qui, dans la boue de ce champ normand, valait plus que toutes les doctrines militaires qu'ils avaient apprises. Le soleil avait maintenant glissé derrière l'horizon, peignant le ciel normand de teintes ocres et pourpres. André Dubois, après avoir labouré une surface impressionnante, équivalente à ce que Gédéon et lui auraient accompli en près de 4 jours, arrêta enfin la Lys Chalmers au centre du champ fraîchement retourné. Ce n'était pas un arrêt de fin de journée, mais un arrêt de maintenance, une autre preuve de la rigueur et du respect qu'il portait à sa machine. Les prisonniers étaient en train d'achever leur triste tâche, leurs corps endoloris et leurs esprits alourdis par la démonstration qu'ils venaient de subir. C'est à cet instant précis que Dubois prit une décision qui allait sceller la leçon qu'il leur donnait. Il ne se contenterait pas de les ignorer, il allait les confronter à la matérialité de sa supériorité technique. Il descendit du siège, ouvrit le capot du tracteur et commença méticuleusement à inspecter le moteur, vérifiant les niveaux, resserrant quelques boulons, le tout avec la confiance sereine d'un ingénieur face à sa création. Le soldat Johnson, voyant l'heure tardive approcher, s'approcha des prisonniers. « Bon, il est temps de rentrer. Rangez vos affaires. » Ce fut Klaus Richter qui parla, sa voix rauque de ne pas avoir été utilisée depuis des heures. Il ne s'adressait pas à l'Américain, mais regardait fixement Dubois. « Français », lança-t-il, utilisant le terme avec une once de défi qui ne masquait plus l'amertume. « Votre machine, elle est sale. » Le reproche était absurde, venant d'un prisonnier qui avait passé la journée à marcher dans la boue. Mais il était révélateur. Richter cherchait désespérément un défaut, une faiblesse, quelque chose qui pourrait restaurer un semblant de sa vieille arrogance. Un moteur, même après avoir labouré, se salit. C'était la loi de la mécanique. Dubois, tirant un chiffon graisseux de la poche de sa salopette, se redressa lentement. Il se dirigea vers le groupe de prisonniers, le regard grave. Il s'arrêta devant Richter, ne dit rien et laissa le silence s'installer. C'était un silence lourd, l'attente d'une confrontation qui n'était plus militaire, mais idéologique. « Sale, dites-vous » répondit finalement Dubois, sa voix basse et mesurée, contrastant avec l'éclat des vociférations allemandes du matin. Il parlait dans un allemand presque parfait, une surprise supplémentaire pour les prisonniers qui avaient cru se moquer de lui en toute impunité. « Oui, mon garçon, le travail, le vrai travail, ça salit. C'est l'huile noire qui fait tourner la roue. Mais la propreté n'est pas le tout, n'est-ce pas? La propreté sans la capacité, cela ne sert à rien. » Puis il fit un geste inattendu. Il tendit à Richter le chiffon qu'il tenait. « Vous qui trouvez ma machine sale,
continua Dubois, son regard perçant. Venez la nettoyer. Vous qui vous moquez de la paresse, venez participer au vrai labeur. Montrez-moi que vous avez le respect de cette machine, de cette technologie que vous admiriez tant chez vous. Ce simple geste, le fait de tendre un chiffon sale à un ancien soldat, équivalait à désarmer psychologiquement Richter. Les prisonniers de guerre, même vaincus, gardaient un certain orgueil, une dignité dans leur souffrance. Le nettoyage de l'équipement de l'ennemi était un acte d'asservissement moral. Pourtant, l'ordre n'était pas donné par l'Américain, mais par le paysan. Le refus était tentant, mais l'alternative, être renvoyé à sa misérable tâche de ramassage de cailloux, ou pire, une punition disciplinaire, rendait le choix complexe. Surtout, la curiosité et l'attrait de la machine étaient trop forts. Baker et les autres observaient Richter, attendant sa réaction. Après une longue hésitation, son visage trahissant une lutte intérieure féroce, Richter accepta le chiffon. Il le prit du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un objet souillé. Dubois sourit légèrement, un sourire sans moquerie, mais plein d'une satisfaction tranquille. Ne la traitez pas comme une bête de somme, jeune homme. Traitez-la comme l'avenir. Richter s'approcha du tracteur. La machine était massive et chaude. Il posa ses mains, non pas sur le corps du tracteur, mais sur l'une des énormes roues arrière. La boue normande, épaisse et tenace, était incrustée dans les chevrons du pneu. Il commença à frotter, lentement, maladroitement. L'effort physique était moindre que de manier la pioche, mais l'effort psychologique était immense. Il était en train de servir la France, en servant la machine de l'homme qu'il avait méprisé. Les autres prisonniers, voyant Richter accepter son sort, se mirent en marche, poussés par l'Américain vers la route du camp. Seul Richter resta, sous le regard silencieux de Dubois. Ce nettoyage improvisé se transforma en un moment de révélation technique pour le jeune caporal. En frottant la boue des pièces, il remarqua l'ingéniosité de l'assemblage, la qualité du métal, la robustesse de l'arbre de transmission. Il commença à poser des questions techniques à Dubois, en allemand. Des questions sur la puissance du moteur, sur son système de refroidissement, sur la capacité de levage de la prise de force. Il ne se moquait plus, il apprenait. Dubois répondait avec la patience d'un professeur. Il ne cherchait plus à humilier, mais à transmettre la dignité du travail. « Ce n'est pas une machine de guerre », expliqua Dubois en pointant le filtre à air. « C'est une machine de vie. Elle ne détruit pas, elle nourrit. C'est ça la vraie force, mon garçon. Et c'est cette force que vous avez perdue. » Le nettoyage se poursuivit, jusqu'à ce que la nuit soit complète. Richter, épuisé mais avec une étrange nouvelle lueur dans les yeux, rendit le chiffon à Dubois. Il n'y avait pas de mot d'excuse, pas de repentance formelle, mais un simple hochement de tête, la reconnaissance du vaincu face à la supériorité, non des armes, mais de l'esprit. Le lendemain matin, le contraste était encore plus saisissant. La nuit avait figé la boue et l'air froid portait l'odeur de la terre retournée. En revenant au champ sous la garde du même Private Johnson, les prisonniers allemands n'abordèrent pas le travail avec le même air de supériorité froide de la veille. Ils ne virent plus André Dubois comme le paresseux paysan français, mais comme l'homme au secret sous la bâche, le maître d'une puissance qu'ils avaient sottement sous-estimée. Le champ, dans son étendue parfaitement retournée, était le monument silencieux de leur humiliation collective. Il n'y avait pas un sillon de travers, pas un oubli. C'était un travail achevé avec une rigueur que même le génie militaire allemand aurait difficilement pu surpasser. La perfection du labour était en soi une nouvelle forme de défaite. Klaus Richter, marqué par son interaction nocturne avec le Alice Chalmers, gardait le silence. Il ne parlait plus de vol ou de propagande. Il parlait de cheval-vapeur et de système de refroidissement. Le geste de Dubois, lui ayant confié un chiffon pour nettoyer le moteur, avait transcendé la simple punition. Cela avait été un acte de confiance technique. Dubois, en lui demandant de frotter la graisse et la boue, l'avait forcé à une proximité physique avec la machine, à en reconnaître les lignes, les jointures, les signes d'un entretien méticuleux. Il n'avait pas seulement nettoyé un tracteur, il avait nettoyé une partie de sa propre arrogance. Il avait vu la vérité au fond de l'huile noire. L'ingéniosité n'était pas l'apanage exclusif des vainqueurs de la bataille, elle était l'apanage de celui qui savait construire et préserver la vie.
Les jours suivants, le rapport entre les prisonniers et Dubois changea radicalement. Les tâches n'avaient pas été modifiées, ils devaient toujours ramasser les pierres et déblayer les haies déchiquetées par les combats. Mais leur attitude était différente. Ils travaillaient avec moins de grognements, plus de méthode, et un œil toujours rivé sur le hangar de Dubois. Ils n'attendaient plus qu'il sorte son cheval, ils attendaient qu'il sorte son moteur. Lorsque Dubois s'attelait à d'autres travaux dans la ferme, réparer une clôture, remettre en état un mur de pierre, les prisonniers ne restaient plus les bras croisés à se moquer de ses méthodes rustiques. Au contraire, ils l'observaient. Ils avaient appris que la simplicité des outils traditionnels pouvait cacher une expertise et une connaissance profonde du terrain, un savoir-faire que leur propre jeunesse urbaine et militaire leur avait fait perdre. Un après-midi, Dubois fut confronté à un problème technique sur une vieille pompe à eau manuelle de la ferme. Il s'agissait d'une pièce récalcitrante, rouillée et tordue, qu'il s'efforçait de dégager à l'aide d'une clé trop petite. Spontanément, Klaus Richter, qui les observait de loin, demanda l'autorisation à Johnson de s'approcher. L'Américain, intrigué par le changement d'attitude de l'ancien caporal, acquiesça. Richter s'approcha de Dubois et sans un mot, après avoir observé la pompe pendant un moment, il retourna à la caisse d'outils que Dubois avait laissée à côté du tracteur. Il revint avec un burin et un marteau de la bonne taille. Il fit un geste simple, frappant sèchement un point précis de la pièce rouillée, relâchant ainsi la tension accumulée par des années de corrosion. En quelques secondes, la pièce récalcitrante céda. Richter ne chercha pas les félicitations. Il fit un simple signe de tête à Dubois et retourna à sa tâche. Mais le regard échangé entre les deux hommes était l'aboutissement de la leçon du tracteur. Dubois vit dans les yeux du jeune Allemand non plus l'arrogance du conquérant, mais le respect du technicien. Richter avait montré que, s'il était un guerrier vaincu, il restait un homme utile, capable d'appliquer son intelligence et sa compréhension mécanique à autre chose que la destruction. Dubois, pour la première fois, lui adressa la parole avec une chaleur sincère, le remerciant non pas comme son prisonnier, mais comme son aide mécanicien. Ce petit échange marqua un tournant. Les prisonniers comprirent qu'ils pouvaient racheter une partie de leur honneur perdu, non pas en regrettant leur passé militaire, mais en contribuant de manière constructive à la reconstruction de la vie. Le tracteur de Dubois n'avait pas seulement labouré la terre, il avait labouré les esprits, remplaçant la graine de l'orgueil par celle de l'utilité. La vraie force n'était pas de moquer la lenteur, mais de maîtriser l'efficacité. Et cette efficacité, ils étaient désormais contraints de l'admirer et, par moments, de l'imiter. Le bruit du moteur du Allis-Chalmers n'était plus le son de l'humiliation, mais le rappel constant que le travail de la reconstruction avait un nouveau rythme et qu'ils avaient intérêt à l'adopter. L'incident du tracteur marqua un point de non-retour psychologique pour le groupe de prisonniers de guerre. L'humiliation initiale avait fait place à une forme de respect à contre-cœur, qui se transformait lentement en une appréciation du labeur et de la compétence. André Dubois ne les surveillait pas directement, il n'en avait pas besoin. La terre, témoin muet de la guerre, parlait pour lui. Chaque matin, en arrivant au champ, il voyait les lignes parfaites du labour, et ce spectacle leur dictait une nouvelle norme d'excellence. Ils comprirent que si Dubois pouvait accomplir son travail avec une telle précision mécanique, ils se devaient d'accomplir leurs propres tâches manuelles avec la même rigueur. Le ramassage des pierres, l'enlèvement des débris, le nettoyage des fossés, toutes ces corvées ne pouvaient pas être réalisées par l'Allis-Chalmers, exigeant l'attention minutieuse et le détail de la main humaine. C'est dans ces tâches que résidait leur seule chance de rachat. L'évolution fut particulièrement notable chez Klaus Richter. L'ancien caporal, qui avait autrefois détesté la terre, commença à y trouver une certaine satisfaction. Il appliquait désormais sa discipline militaire non plus à l'asservissement, mais à la reconstruction. Il organisait ses camarades, non pas par des ordres péremptoires, mais par l'efficacité. Si nous faisons cette section en ligne droite, nous aurons fini plus vite. La précision économise le mouvement. Cette phrase était un écho direct de l'enseignement silencieux de Dubois. Richter et ses hommes cherchaient non plus à traîner les pieds, mais à trouver l'efficacité optimale de leur propre force de travail, un concept qui leur avait été volé par les mensonges et la démesure de la guerre. Ils mesuraient leur propre progrès non plus en termes de temps perdu, mais en termes de mètres carrés nettoyés et utilisables. Cette transformation n'échappa pas au soldat Johnson. L'Américain, qui s'était initialement préparé à gérer l'insubordination, observait désormais un groupe d'hommes travaillant avec une diligence inattendue.
Ils n'avaient presque plus besoin d'intervenir. Leur propre honneur, ou ce qu'il en restait, était devenu leur meilleur gardien. Johnson rapporta l'anomalie à son supérieur. Ces Allemands, ils travaillent comme des forçats, chef. C'est le vieux fermier qui les a remis au pas. Il leur a montré sa machine, et maintenant ils ont peur d'être inefficaces devant elle. La peur de l'inefficacité, plutôt que la peur de la punition, était devenue leur moteur. Dubois, quant à lui, restait discret. Il passait les jours suivants à semer, en utilisant une trémie attelée au Allis-Chalmers, distribuant méticuleusement les graines dans les sillons fraîchement labourés. Le bruit de la semence qui tombait, régulier et léger, contrastait avec le lourd vacarme des combats passés. Les prisonniers observaient ce travail avec une nouvelle forme d'admiration. C'était la culmination de l'effort, le geste de l'espoir. La machine avait préparé la terre, et maintenant, elle garantissait la survie. À la fin de la semaine, le groupe de Richter avait achevé l'ensemble de ses tâches initiales avec une rapidité et une propreté étonnantes. Leur pile de pierres était nette, les fossés dégagés. En fin de journée, Dubois s'approcha du groupe et, rompant avec son habitude, leur apporta un seau d'eau fraîche et des morceaux de pain de campagne et de fromage de sa ferme. Un festin simple, mais un cadeau inattendu. Les Allemands, qui recevaient normalement les rations de prisonniers, regardèrent la nourriture avec une stupéfaction silencieuse. Dubois s'adressa à eux en français cette fois, mais avec des gestes clairs. Il désigna la terre semée. « C'est pour vous. Un peu de ce que cette terre va nous donner grâce à vous. » Ce geste, cet acte de gratitude inattendu, fut le coup de grâce à leur arrogance restante. Ils n'étaient plus des ennemis, mais des contributeurs. Dubois avait reconnu leur travail, non pas leur uniforme, ni leur passé, mais leur effort actuel. La leçon n'était plus de l'humiliation, mais de l'humanité. Le travail, lorsqu'il est accompli avec compétence et qu'il porte des fruits, transcende les frontières et les uniformes. Richter, tenant un morceau de pain dans sa main sale, sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La fierté du travail bien fait, reconnu par l'homme qu'il avait cherché à mépriser. Le moteur du Allis-Chalmers avait mis en marche une machine bien plus complexe, la rédemption personnelle. Quelques semaines après la démonstration initiale et les jours de travail acharné, la routine des prisonniers toucha à sa fin. L'avancée des Alliés et la réorganisation des camps de prisonniers de guerre nécessitaient le déplacement du contingent de Klaus Richter et de ses hommes vers un camp plus centralisé, loin de la campagne normande. Le jour du départ arriva, porteur d'une étrange dualité. Le soulagement de quitter le travail physique intense, mais aussi une mélancolie inattendue à l'idée de laisser derrière eux le chant et la figure d'André Dubois. Avant de partir, le petit groupe fut rassemblé sur le bord de la route, sous le regard du soldat Johnson. Dubois, qui était informé de leur départ, n'était pas un homme d'effusion. Il ne vint pas pour un adieu théâtral, mais pour un dernier geste d'homme à homme, d'agriculteurs à agriculteurs involontaires. Il sortit du hangar, non pas à bord du Allis-Chalmers, mais avec un simple bidon d'eau et une petite boîte de tôle qu'il portait négligemment. Il s'approcha du groupe et s'adressa à eux pour la dernière fois. « Messieurs », commença-t-il, parlant à nouveau en allemand, pour s'assurer que son message serait entendu sans ambiguïté. « Vous avez bien travaillé. Vous avez remis cette terre en état, et cette terre s'en souviendra. » Il marqua une pause et désigna la boîte de tôle. « Ceci n'est pas de l'argent. Ce sont des semences, des graines d'orge et de blé. Certaines sont des variétés anciennes que ma famille a préservées pendant l'occupation. » Il tendit la boîte à Richter. Klaus Richter la prit. Elle était froide et étonnamment lourde. Il la serra contre lui. Ce n'était pas un cadeau d'ennemi à ennemi, mais une passation de responsabilité, la reconnaissance que Richter, malgré son passé, était digne de détenir la force de la vie. Dubois continua, son regard fixé sur Richter. « Vous avez vu comment la force sans la prévoyance ne mène qu'à la destruction. Le moteur peut labourer, mais il ne peut pas planter l'espoir. Seule la main, et surtout l'esprit, peuvent le faire. » Il fit ensuite un geste vers son Allis-Chalmers, stationné majestueusement à côté du hangar, propre et prêt pour le prochain travail. « Vous vous êtes moqué de moi pour ma lenteur, pour mon cheval. J'ai mis le moteur en marche pour vous montrer l'efficacité. Maintenant,
vous repartez avec la leçon de la patience. Ces semences, gardez-les. Quand la guerre sera vraiment finie, et que vous serez de nouveau sur vos propres terres, vous saurez comment utiliser la force de la machine pour nourrir. Le geste de Dubois était plus qu'un simple don. C'était un acte de foi en la reconstruction. Il reconnaissait que ces hommes, bien qu'ennemis, étaient avant tout des hommes de travail, et qu'ils auraient aussi leur propre terre à soigner. Il leur donnait un outil, non pas en acier, mais en potentiel génétique, un symbole de ce qu'ils devaient bâtir au lieu de détruire. Pour Richter, tenir ses semences était une émotion écrasante. Il avait vu son pays réduit en ruines, mais Dubois lui donnait les moyens de faire repousser la vie, non pas pour l'Empire, mais pour sa propre survie et celle de son peuple. Richter, incapable de parler en tant que prisonnier, répondit avec le seul mot qui restait digne. Il se redressa, salua militairement Dubois, un salut non pas à l'autorité, mais au respect. « Dank, Herr Dubois. Merci, monsieur Dubois. » Les autres prisonniers firent de même, un salut discret, chargé de tout le non-dit des semaines passées. Ils montèrent ensuite dans le camion qui les attendait. Tandis que le véhicule s'éloignait sur le chemin boueux, Richter regarda par la vitre arrière. Il ne vit pas l'uniforme américain, mais la silhouette d'André Dubois, qui s'était retourné pour regarder son champ, le champ qu'ils avaient aidé à ressusciter. La dernière chose que les prisonniers virent n'était pas un ennemi triomphant, mais un homme debout sur sa terre, entouré du fruit de son labeur et de la puissance de sa machine. Ils avaient cherché la faiblesse chez le paysan français, mais ils avaient trouvé la dignité inébranlable et un moteur qui, en rugissant, avait définitivement sonné le glas de leur arrogance. Le Allis-Chalmers n'était pas seulement une machine. Il était le symbole du fait que la vraie victoire n'était pas de détruire la vie, mais d'être prêt à la faire revivre. L'incident du champ normand, vécu par André Dubois et le groupe de prisonniers allemands, s'inscrit dans une myriade d'anecdotes post-conflit qui, mises bout à bout, racontent l'histoire complexe de la reconstruction européenne. Il ne fut jamais consigné dans les grands livres d'histoire militaire, mais pour Klaus Richter et ses camarades, cette confrontation fut plus formatrice que n'importe quelle manœuvre tactique apprise à l'académie. L'histoire du fermier paresseux devint pour eux une parabole silencieuse. La supériorité n'était pas un état permanent conféré par le sang ou l'idéologie, mais une qualité éphémère qui se gagne par l'utilité concrète et la préparation intelligente. L'arrogance initiale des soldats allemands reposait sur une illusion double. Premièrement, l'illusion de la supériorité technique absolue de l'Allemagne, un mythe qui avait déjà été ébranlé par l'arrivée massive de l'équipement américain et la puissance de production alliée. Le Allis-Chalmers n'était pas juste un tracteur, c'était la manifestation physique de l'incapacité du Reich à maintenir une économie de guerre tout en assurant l'efficacité civile. Deuxièmement, l'illusion du mépris envers le peuple conquis. Ils avaient en vue les Français comme des civils faibles, incapables de résistance efficace, se moquant de leur résilience et de leur prudence. Dubois, en cachant son tracteur, avait démontré que la prudence n'était pas de la paresse, mais une stratégie de survie à long terme. La force n'est pas de tout montrer, mais de préserver ses atouts pour le moment crucial. Pour Klaus Richter, le souvenir du bruit du moteur s'accompagna longtemps du poids de la petite boîte de semences. Celle-ci représentait la vraie richesse, celle qui ne peut être détruite par un bombardement, mais qui doit être cultivée avec patience. Il comprit que le retour à la terre et le travail agricole qu'ils avaient tant méprisé étaient en réalité le fondement de toute société. Le paysan du bois, qui avait résisté à l'occupation sans prendre les armes, avait gagné sa bataille avec une charrue. Il avait montré que le plus grand acte de résistance n'est pas toujours de mourir pour sa cause, mais de vivre et de semer l'avenir malgré tout. Les semaines passées à labourer la terre normande, sous le regard du tracteur rouge, transformèrent leur perception de l'effort. Ils réalisèrent que leur propre fanatisme militaire avait été une forme de paresse intellectuelle, les détournant des tâches vitales de la vie réelle. Ils avaient été formés pour détruire des champs, pas pour les cultiver. Et maintenant, en tant que vaincus, ils étaient forcés de s'incliner devant celui qui avait maintenu l'ordre de la vie. Le moteur de l'Allis-Chalmers n'avait pas seulement labouré la terre de Dubois, il avait labouré le sol psychologique des prisonniers. L'histoire de Dubois devint ainsi un symbole des victoires discrètes de l'esprit humain pendant la guerre. C'était la preuve que l'humiliation n'est pas infligée par la force physique,
mais par la démonstration d'une supériorité morale et technique dans les domaines essentiels de l'existence. Le fermier, dans son humilité, avait enseigné aux soldats de l'Empire vaincu une leçon fondamentale. La reconstruction est le seul chemin digne de l'homme après la folie de la destruction. Et le travail, même forcé, peut devenir une voie vers la rédemption, à condition d'être mené avec le respect de la tâche et des outils. C'est avec cette leçon gravée dans leur mémoire que les prisonniers quittèrent la Normandie, emportant non pas un sentiment de haine, mais la semence de la dignité dans leur cœur. L'histoire du paysan André Dubois et de ses prisonniers de guerre allemands, bien que n'étant qu'une note de bas de page dans l'immense chronique de la Seconde Guerre mondiale, résonne encore comme un puissant écho de l'esprit français face à l'adversité. Longtemps après le départ du camion transportant Richter et ses hommes vers les camps de l'Est, le Alice Chalmers Model U continua de rugir sur les terres du Calvados. Il devint plus qu'un outil de travail. Il devint un symbole de la victoire du quotidien. Chaque rotation de ces immenses pneus dans la terre boueuse était une affirmation de l'indépendance retrouvée, une célébration de l'ingéniosité préservée. Dubois ne parlait que rarement de l'incident, mais l'état immaculé de son tracteur et la perfection de ses labours étaient des témoignages vivants de la leçon qu'il avait donnée. L'héritage de cet événement ne résida pas dans la vengeance mais dans la transmission. L'ancien caporal Klaus Richter, qui, selon les récits des vétérans, fut finalement libéré et retourna dans une Allemagne dévastée, ne se lança pas dans la reconstruction industrielle. Fort de la leçon de Dubois, il retourna dans sa propre région d'origine. On dit qu'il devint un agriculteur, utilisant le peu qu'il avait pour remettre en état une petite ferme familiale. La petite boîte de semences donnée par Dubois ne fut pas jetée. Elle fut le point de départ d'une nouvelle culture, un lien silencieux et paradoxal entre deux hommes qui avaient été des ennemis, unis par le respect de la terre et de la mécanique. Le moteur de Dubois avait mis en marche, chez Richter, le moteur d'une nouvelle vie, débarrassé de l'idéologie destructrice. De l'autre côté, André Dubois continua à labourer ses champs pendant des décennies. Son Alice Chalmers, entretenu avec une affection quasi filiale, fut le témoin de plusieurs récoltes, de la reconstruction de la France et du retour à la paix. Lorsque Dubois devint trop âgé pour manier l'engin, il le laissa à son propre fils, insistant sur le fait que la machine ne devait jamais être vendue, mais préservée comme un monument à la dignité paysanne. Il raconta alors l'histoire, non pas comme une histoire de haine, mais comme l'histoire d'une leçon bien donnée, où l'arrogance fut terrassée non par la force des armes, mais par la force de la productivité. Aujourd'hui, l'histoire de Dubois est souvent citée dans les cercles d'historiens locaux, non comme un fait militaire, mais comme un exemple de la résilience culturelle. Elle est la preuve que, même sous l'occupation la plus brutale, les forces vives d'une nation savent se camoufler, se préparer et se moderniser en secret, attendant le moment où leur propre moteur de la vie peut être mis en marche pour éclipser la machine de guerre de l'envahisseur. La France ne s'est pas reconstruite uniquement avec les aides du plan de Marshall ou les grands travaux. Elle s'est reconstruite dans des champs comme celui d'André Dubois, où des actes de fierté et d'ingéniosité ont transformé l'amertume en respect et la défaite en futur. En définitive, l'histoire de ces prisonniers moqueurs et du fermier paresseux est une méditation sur la vraie puissance. Elle n'est pas dans le bruit des canons, mais dans le rugissement soutenu d'un moteur qui laboure pour la vie. C'est dans ce bruit que réside la véritable et durable victoire, celle qui permet de tourner la page et de semer, encore et toujours, l'orge, le blé, et l'espoir pour les générations futures. Et c'est là que s'achève l'histoire.